Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'espace Agora. Très heureuse de vous accueillir pour cette première conférence de l'après-midi. Je m'appelle Laetitia Chaussès et je serai avec vous jusqu'à 17 h pour un programme de conférence organisé par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes via sa filiale, la BTE, la Banque de la Transition Énergétique. Et donc on a tout un programme de conférences qui est prévu pour vous sur les 4 jours du sommet. Vous allez pouvoir rencontrer ici des experts techniques, des experts financiers de la transition énergétique et environnementale. Et ensemble, eh bien, ils vont venir décrypter des sujets, vous apporter des conseils et puis répondre aussi à vos questions, puisque à l'issue de chaque conférence, on prévoit bien sûr un moment pour répondre à vos questions, pour prendre vos réactions. Donc restez bien jusqu'à la fin. Au programme cet après-midi, on va parler de photovoltaïque et de méthanisation. Et on va commencer tout de suite avec notre première conférence. On parle beaucoup de photovoltaïque depuis plusieurs années, mais ces derniers temps, eh bien, le secteur il fait face à des évolutions réglementaires. Il y a aussi des changements de tarifs, il y a l'arrivée de nouvelles technologies. Et donc tout ça, ça soulève des questions, et notamment cette question, est-ce que c'est toujours intéressant pour les agriculteurs d'investir dans ce type de projet? On va donc faire le point avec un expert technique, Nicolas Théron de Mecogit. Bonjour. Et nous avons aussi Audin Soireau, qui est responsable du service accompagnement ENR à la BTE, la Banque de la Transition Énergétique. Bonjour Audin. Bonjour. Et je vais vous laisser la parole pour commencer, pour nous présenter la BTE, pourquoi elle a été créée et ses missions. Ouais, alors la BTE, elle a été créée en 2020 par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, avec une raison principale, c'était de donner du sens à l'épargne de nos clients et de permettre que cette épargne puisse financer la transition énergétique. Donc on a un vrai sujet de traçabilité des fonds qui sont placés sur cette épargne, sur le financement des crédits liés à la transition énergétique, que ce soit sur les énergies renouvelables ou la partie efficacité énergétique. Nous, on est banquier. Pour autant, il faut qu'on apporte des solutions à nos clients de manière un peu plus globale. Et donc, on a noué des partenariats. Et donc, on a une vraie stratégie partenariale avec des experts du photovoltaïque, de la méthanisation ou d'autres sujets liés à la transition énergétique. Cette marque, elle a fait des petits parce qu'on a lancé au niveau BPORA il y a 5 ans. Et depuis, il y a 6 autres banques populaires qui nous ont rejoints. C'est ce qu'on voit sur la carte. Et d'autres banques populaires vont nous rejoindre courant d'année prochaine. Depuis 5 ans, la BTE elle a permis de collecter 460 millions d'euros d'épargne sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et ce qui nous a permis derrière de financer un peu plus de 700 millions d'euros de crédit. Une grosse majorité sur la performance énergétique et environnementale, donc on va retrouver toute la partie rénovation des bâtiments notamment, et l'autre partie, les 42% restants, ça va être sur la partie énergie renouvelable, où on retrouve beaucoup de photovoltaïque en nombre, et en montant, on va plutôt être sur de la méthanisation, des centrales hydroélectriques ou des éoliennes. Ça, c'est pour vous présenter sur notre site internet, justement sur le sujet de la traçabilité, c'est pour pouvoir montrer tous les financements qu'on a pu réaliser grâce à l'épargne qui est collectée. Et donc, on publie des pages projet par projet pour montrer concrètement sur le territoire comment l'épargne a été utilisée et ce qu'elle a permis de financer. L'autre point où on ne se rend pas forcément compte, mais qui est important de mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, cette épargne dédiée, qui permet de financer des projets de transition énergétique sur notre région, elle permet aujourd'hui d'éviter des nouvelles émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, je vous ai mis un exemple, mais en gros, pour 1 000 euros d'épargne qui sont collectés sur nos livrets d'épargne qui sont dédiés, ça permet en moyenne d'économiser, enfin d'éviter l'émission de 280 kg de CO2 supplémentaires. Et donc, voilà, pour vous donner quelques exemples, mais je ne vais pas tous les citer, mais en gros, ça représente à peu près 1300 km parcourus en voiture. Et au total, ça fait plus de 121 000 tonnes de CO2 qui ont été évitées grâce au financement de la BTE, donc ce qui est plutôt pas neutre. Et dernière slide, et après je laisserai la parole à Nicolas. Si jamais ça vous intéresse, le 16 octobre, on organise des conférences, des webinaires sur plusieurs sujets, sur la thématique de la transition énergétique et environnementale. Donc je laisse le petit QR code quelques secondes si jamais il y en a qui veulent s'inscrire. Il ne faut pas hésiter, c'est gratuit et c'est disponible à tout le monde. Et on peut retrouver ça sur le site, j'imagine, sur le site internet. Oui, on retrouve ça sur le site. Le programme. On retrouve le programme sur le site de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes.
Merci Audin. Donc Nicolas Théron, ça va être à vous. Vous êtes responsable du pôle avant-projet chez Mecogit. Je vais vous laisser nous présenter Mecogit et puis nous présenter aussi ses actions dans le domaine du photovoltaïque. Merci Laetitia. Merci Audin déjà et la BTE de nous permettre d'intervenir aujourd'hui sur ce sujet passionnant qui est le photovoltaïque et un petit peu dans la tourmente, comme le disait Laetitia. Enfin, la tourmente en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui vont faire évoluer ce domaine. Donc voilà. Je vais vous présenter assez rapidement Mecogit, ce qu'on fait. Puis ensuite, on passera plus de temps sur justement reparler un petit peu du contexte et les tendances sur le PV aujourd'hui. Pourquoi on peut quand même investir et toujours investir. La rentabilité aujourd'hui des grandes lignes sur 2025. Et puis quelques points de vigilance pour justement vous rappeler comment investir dans votre projet et comment vous entourer, quoi. Mecogit. Donc Mecogit, on est un EPCiste, donc on est un constructeur développeur et mainteneur de centrales photovoltaïques en toiture, enfin historiquement en toiture. On fait aussi des petits parcs au sol. On a commencé en 2006 l'activité via le domaine agricole. Donc aujourd'hui, on a fait les 3/4 de nos installations en domaine agricole. Donc voilà. Depuis 2006, on a construit à peu près l'équivalent de un peu plus de 200 MW de projets, donc ce qui revient à peu près à 1% des projets qui ont été construits en France. Donc voilà, c'est beaucoup, pas beaucoup, mais bon, enfin, c'est quelque chose qui pèse un petit peu à notre niveau. On est une entreprise de 45 personnes et on est basé à Cap-de-Nacgar dans l'Aveyron, à la limite entre le Lot, l'Aveyron et le Cantal. Donc on n'est pas très loin d'ici. Et sur les 12 derniers mois, on a construit l'équivalent de 35 MW de projets, ce qui est à peu près 130-140 projets. Notre cible, elle est vraiment sur du projet 100-500 kg, qui justement est en complète mutation en ce moment, quoi. Les différentes typologies de projets qu'on va réaliser, c'est des installations sur des parkings d'ombrières, enfin des ombrières de parking, pardon, avec des ombrières assez innovantes qui sont en béton préfabriqué. Donc c'est des ombrières qui sont auto-lestées, il n'y a pas de fondation. On va réaliser aussi des toitures pour les industriels, pour les GMS, donc essentiellement sur des toitures plates, des toitures pour des collectivités, des toitures pour des bâtiments agricoles, ce qui va nous intéresser un peu plus aujourd'hui. Et puis aussi des petits parcs au sol, en espérant qu'un jour il y ait un cadre réglementaire sur cette tranche de projet, on va dire inférieure à 1 méga, dont on parle depuis quelques mois. Voilà. Et sur la valorisation, historiquement, les projets en vente totale, c'est-à-dire que la totalité de l'électricité est injectée sur le réseau, elle est valorisée comme ça. Et puis depuis 2019, des projets avec une valorisation en autoconsommation individuelle, totale ou plus récemment collective aussi. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu sur la partie un petit peu contexte et les tendances d'aujourd'hui, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur et de voir aujourd'hui la consommation électrique en France, comment elle se constitue, quels sont ses niveaux, et on va la comparer à la production d'électricité pour voir voilà, comment on se situe dans ce mix électrique-là. Je vous parlerai un petit peu rapidement aussi du phénomène des heures à prix négatif parce que vous devez en entendre parler de plus en plus. Et puis, quel est l'impact du photovoltaïque tel qu'on connaît aujourd'hui sur le mix électrique. Alors, je ne sais pas si vous verrez énormément, mais je vais essayer de vous commenter. Donc, la première slide, donc, merci, super. Assistance technique par Audin. Parfait. Donc là, vous avez une journée, donc on est vraiment au niveau de la consommation d'électricité en France, hein. Donc là, voilà une courbe de consommation. Là, j'ai pris au mois de donc plutôt l'hiver, sur le 16 janvier 2025. On verra plus tard que la courbe est à peu près la même, suivant les différentes journées de l'année, à quelque chose près. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les niveaux de puissance. Alors là, je vais parler de puissance instantanée, pour voir un petit peu ce qui est consommé à ce moment-là, ce qui est appelé et ce qu'on produira après derrière en face. Donc là, vous voyez, sur une journée, par exemple, comme le 16 janvier, on a une différence entre 62 et 79 gigawatts de consommation sur une journée comme ça. Hop. On va vous montrer la même chose. Donc là, sur une journée du 24 juillet, par exemple, donc en plein été,
La courbe est à peu près la même. Après, c'est juste les niveaux qui sont moindres, puisque là, on va avoir un maxi qui va être aux alentours des 50 gigawatts et un mini aux alentours des 35 gigawatts. Et vous voyez que le maxi est plutôt en journée, alors que l'hiver, le maxi était plutôt sur la fin de journée, vers les 19 heures. Hop. Et là, c'est un petit récap donc, pour vous dire un petit peu l'évolution avec le maxi et le mini sur l'année 2024 par rapport à 2025. Et on voit que c'est assez stable. Et d'une manière générale, la consommation électrique en France, elle est assez stable sur les 6-7 dernières années. Hormis l'épisode Covid, effectivement, mais on va dire qu'on a une consommation qui est pour l'instant assez stable. Maintenant qu'on a vu la consommation, on va regarder la partie production. Alors la production, comme ça, elle est un petit peu plus, entre guillemets, chargée, parce qu'il y a les différentes sources de production de l'énergie qui sont mentionnées sur le graphe. Si vous voulez vous amuser à voir toutes ces infos, ça vient du site Economics de RTE, qui est vraiment super bien fait. Il y a une application smartphone aussi, donc vous avez accès à toutes ces données. Et c'est vraiment intéressant pour comprendre un petit peu toute la logique et l'enjeu énergétique électrique en France en ce moment, quoi. Donc on voit qu'on a une partie qui est assez importante, qui est imposante, qui est en orange, qui représente en fait la production d'énergie d'origine nucléaire. Donc voilà. En bleu, c'est la partie hydraulique. Et on voit une petite bosse au milieu là, qui est en marron. Donc là, c'est plutôt la partie solaire photovoltaïque. Donc là, on est toujours sur la journée du 16 janvier 2025. Et au niveau production, là, on a un maxi, une puissance max instantanée qui est abandonnée à 86 et un mini qui est à 74. Voilà, on verra tout à l'heure un petit peu la comparaison avec la conso. Et à ce moment-là, en plein milieu de journée, quand le photovoltaïque produit le plus, il représente 9% de la production du mix électrique dans la journée, quoi. On va regarder exactement la même chose maintenant sur le mois de juillet. Donc là, le mois de juillet, c'est le même principe. Et vous voyez que forcément, on produit un peu plus de solaire photovoltaïque, puisqu'il y a plus de soleil. Et donc, la même chose, mais le solaire, là, représente 21% de la production énergétique. Pareil, la différence, on peut le voir un petit peu par rapport à la journée de janvier. On produit beaucoup moins d'électricité, alors que le solaire produit beaucoup plus. En fait, on a fait une variable d'ajustement, c'est sur le nucléaire, c'est que le nucléaire produit quasiment 15 gigawatts de moins en été, là, sur cette journée-là, par rapport à ce qui est produit en hiver. Hop. Et donc ça, sur la droite, vous avez un petit peu le détail de la puissance installée, du parc installé aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a à peu près 158 gigawatts de puissance électrique installée. Et le solaire représente à peu près 25%. Donc voilà, donc c'est quand même c'est quelque chose qui aujourd'hui pèse vraiment dans le mix électrique. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a des conséquences avec la saisonnalité de la production, puisque, comme on vient de le voir, on ne produit pas la même quantité d'énergie avec la même puissance installée l'hiver ou l'été. Donc voilà, donc on voit qu'il y a un impact sur le mix électrique. Si on récapitule, en gros, donc sur la journée du 16 janvier, donc on avait un excédent entre 7 et 15 gigawatts de puissance, là où au mois de juillet, en ayant diminué la puissance de production d'électricité nucléaire, on a toujours quand même entre 13 et 15 gigawatts de puissance d'excédent, quoi. Cet excédent, qu'est-ce qu'on en fait? En général, on le vend, on le fait circuler, on le vend aux pays voisins, donc l'Italie, l'Espagne, Belgique et autres, nos voisins. Voilà. Sur le phénomène des heures à prix négatif, pour vous expliquer un petit peu, donc, en fonction justement de cette offre et de la demande de l'électricité, on va avoir forcément des zones à un moment donné de la journée où vous voyez qu'on est en surproduction par rapport à la consommation. Donc forcément, on a plus d'offres que de demandes. Donc on va avoir des prix qui vont baisser, voire qui vont être négatifs. Donc là, toujours sur le site Economics là, de RTE, vous avez les courbes. Alors, ce n'est pas ultra visible, mais vous avez les courbes d'évolution des tarifs de l'électricité suivant différents pays et suivant sur une journée. Donc vous voyez qu'il y a des fluctuations.
Le côté français, c'est la courbe qui est en bleu foncé, donc c'est celle qui se voit le moins. Mais à un moment donné, faites-moi confiance, elle passe sous le niveau 0. Alors, pas de beaucoup sur cette journée-là, mais elle passe sous le niveau 0. Et donc, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle des heures avec un tarif négatif de l'électricité. Voilà, donc c'est la partie que j'ai entourée en rouge, qui dure quand même une bonne partie de la journée et qui aura un impact, on va le voir après derrière sur la production. Donc là, je reviens à ma journée, je reviens sur mon graphe de production d'électricité. Et là, je suis sur une journée qui est une journée au mois de mai. On voit que les courbes, elles ont une forme un petit peu différente. Alors, pour les plus imaginatifs, on appelle ça une tête de Batman. Je sais pas, mais voilà, on voit différentes choses. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'on a dû diminuer la production d'électricité. Et tout ça pourquoi ? Parce que justement, on était dans un épisode où on avait une surproduction par rapport à la consommation, on avait des prix négatifs. Et donc, on vient piloter les énergies en disant, là, on injecte trop, on ne sait pas valoriser et vendre l'électricité à d'autres pays, à nos pays voisins. Donc là, il faut qu'on baisse notre production. Donc je voulais entourer, en fait, vous voyez, normalement, c'est ici qu'il y a, entre guillemets, un souci sur une courbe idéale. Et normalement, la courbe idéale, elle devrait avoir la petite courbe que je vous ai tracée, quoi. Voilà. Donc on est venu, c'est le gestionnaire de réseau là, qui contacte les différents producteurs. Alors c'est pas que sur le solaire, hein, c'est sur tout un tas, il va agir sur tout un tas de centrales et sur tout un tas de producteurs d'énergie différentes, en demandant justement de couper les unités de production pour justement assurer le mix énergétique et l'ensemble de la stabilité du réseau. Et est-ce qu'il demande à tous les producteurs ou bien il y a une sélection qui est faite, et si oui, sur quels critères ? Alors voilà, il ne va pas demander à tous les producteurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les producteurs qui sont ce qu'on appelle sur le cadre des projets en vente totale sur le S21 ou avant, c'est-à-dire tous les projets qui ont été déposés, qui faisaient en gros moins de 500 kg et qui ont été déposés jusqu'à maintenant, n'étaient pas concernés par cette obligation de couper leur centrale dans ces épisodes-là, quoi. C'était plutôt réservé à des installations un peu plus grosses qui ont candidaté sur des appels d'offres creux, donc en général des installations de plus de 500 kg. Voilà, mais on le verra un peu plus tard, ce dispositif, du coup, a été généralisé depuis le 22 septembre sur des installations à partir de 100 kg. Voilà. C'est pour rebondir ce que vous disiez, c'est que l'impact du photovoltaïque sur le mix électrique, quand on est sur un projet où on a une injection qui n'est pas pilotée, donc jusqu'à présent sur la majorité des projets, on n'a pas de possibilité de réguler en cas de surproduction, donc on va continuer d'injecter sur le réseau. Par contre, si on a une injection qui est pilotée, qu'on a la possibilité à un moment donné de couper l'injection, on va diminuer ou couper complètement et reproduire un peu plus tard quand le gestionnaire de réseau nous donnera l'autorisation. Donc ça, c'était le cadre un petit peu, vous expliquer le pourquoi il y a des nouvelles règles, et des évolutions du cadre réglementaire. Donc sur le cadre réglementaire et sur la partie politique, on est dans un secteur où on a besoin de stabilité. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a pas mal de choses qui bougent. Et on a le déploiement du mécanisme du complément de rémunération. Donc ça, c'est ce dont on parlait, avec la prise en compte des heures à prix négatif. Donc c'est pour tous les projets qui étaient jusque-là en AO creux, plus de 500 kg, qui étaient sur ce cas-là, donc étaient sujets à devoir couper pendant les heures à prix négatif. Et depuis le 22 septembre, donc tous les projets à partir de 100 kg sont aussi maintenant sujets à ce fonctionnement-là. Voilà. Donc ça, c'est un vrai changement de vision long terme et de rentabilité, de sécurité sur l'investissement. Donc il y a pas mal de choses derrière à se poser et des questions à se poser. Ça ne veut pas dire que c'est plus rentable, ça veut juste dire que le fonctionnement est différent, quoi. Voilà. Avant, on avait quelque chose qui était très sûr, avec un contrat d'achat d'une durée de 20 ans, on savait à quel tarif on vendait. Aujourd'hui, il y a des petits
Il y a des petits sujets externes qui peuvent arriver, ces heures négatives. Aujourd'hui, on ne sait pas les quantifier, on ne sait pas comment elles vont vraiment évoluer. On sait juste qu'il y a 3 ans, il y avait une cinquantaine d'heures dans l'année. L'année dernière, il y en avait 150 et aujourd'hui, il y en a à peu près 400. Bon, donc ça fait à peu près x2, x3 tous les ans. On peut raisonnablement penser que les 2 prochaines années qui arrivent vont être à peu près du même acabit. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a déjà plus de ventes totales sur les projets de moins de 9 kg, donc ça concerne les particuliers, mais sur les petits projets, entre guillemets, il n'y a plus de ventes totales, et on ne fait que de l'autoconsommation dans le cadre de l'obligation d'achat, avec un tarif qui est très bas. Aujourd'hui, c'est 4 centimes pour le surplus qui est injecté sur le réseau. Et on a pour l'instant encore le maintien du S21 avec la vente totale et autoconso, vente de surplus pour les projets jusqu'à 100 kg. Alors, je vous ai mis jusqu'à quand, sachant qu'hier a été publié par la CRE les nouveaux tarifs et que les projets 36-100 kg ont vu leur tarif pour la vente totale qui était à 10,82 centimes d'euros du kilowattheure descendre de manière vertigineuse à 9,12 centimes. Voilà, donc forcément, sur la rentabilité du projet tel que vous pouvez la voir auparavant, ça a un impact important, quoi. Et voilà, après la chose positive, par contre, c'est que forcément, ça renforce l'intérêt sur les projets en autoconsommation. Et il faut vraiment changer en fait, de paradigme dans l'utilisation de l'énergie. C'est-à-dire que jusque-là, on ne se posait peut-être pas trop la question, on produisait. Le but, c'était de produire le maximum de la centrale et d'injecter sur le réseau. Là, aujourd'hui, ça va être d'adapter sa centrale, déjà de faire une centrale avec si on a des besoins de consommation sur place, et d'adapter la taille de sa centrale à nos besoins. Et voilà, donc on fera sans doute des installations plus petites, mais c'est plus pertinent aussi. Donc voilà, et après l'idée c'est de consommer d'abord la production d'électricité sur le site, éventuellement si on a du surplus, l'injecter sur le réseau, auquel cas après on va rentrer dans les dispositifs qui existent encore aujourd'hui et avec les différents tarifs suivant la puissance de l'installation. Soit une autoconsommation totale, et là on va chercher à consommer la totalité sur le site. Et il y a un autre sujet, c'est l'autoconsommation collective. Donc là, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur depuis 2-3 ans. Là aussi, ça évolue très très vite. Et c'est un modèle qui est de circuit court de l'électricité qui est vachement intéressant parce que ça permet de produire sur un site et alors de consommer de manière un petit peu virtuelle, mais en tout cas d'affecter de la consommation à des sites qui sont dans un rayon de 2, 5 ou 10 km. Voilà, donc ça, c'est des choses qui fonctionnent. On vient de mettre en service, d'inaugurer une centrale de 2,3 MW sur un parking d'une collectivité à Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron. Voilà, c'est des sujets qui marchent très très bien. Il y a pas besoin ça peut marcher sur toute taille. Hein, voilà, donc c'est pas besoin de faire que des très gros projets. Ça peut marcher sur des 100 kg ou des 80 kg. Enfin voilà. Bon, après, il faut voir l'intérêt, mais voilà, tout dépend aussi des consommations et du profil des consommateurs qu'on a. Puisque, juste pour rappeler quelque chose, l'intérêt de l'autoconsommation avec du photovoltaïque, c'est que le photovoltaïque, on l'a vu, il produit plutôt forcément en journée. Donc si vous avez quelqu'un qui est un consommateur uniquement la nuit, le solaire photovoltaïque dans l'état, il n'a pas d'intérêt. Par contre, si vous consommez en journée, là, effectivement, il y a quelque chose à regarder, quoi. J'en profite pour dire que si le sujet de l'autoconsommation collective vous intéresse, on aura aussi des conférences qui sont prévues sur les jours prochains sur ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à regarder le programme et à venir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour continuer après sur le cadre réglementaire, on parle de PPE, PPE 3, vous en entendez parler un peu dans les médias. La PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. En gros, ça va être normalement la feuille de route sur le développement des énergies. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que c'est en discussion et on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord au niveau politique. C'est pas le seul sujet, mais voilà, on a du mal à trouver un consensus sur plein de sujets, mais celui-là en particulier. Donc voilà, il y a plein de discussions qui partent un peu dans tous les sens. Même vous avez entendu parler aussi, il y a des députés LR ou RN qui commencent à mettre en avant de vouloir faire des moratoires sur
sur le solaire photovoltaïque et l'éolien. Il y avait des objectifs qui étaient chiffrés dans la précédente version de la PPE pour définir et encadrer justement le développement de l'énergie solaire photovoltaïque. Bon, dans la dernière version, ils ont disparu. Voilà, donc vu le contexte aujourd'hui, savoir quand est-ce qu'on aura... On a déjà du mal à sortir un budget, donc je pense que ça passera sur les sujets d'après. Voilà. Et dernier point, donc il y a quand même un vif intérêt sur le stockage, parce que le stockage, forcément, quand on voit la consommation, enfin la courbe de production qu'on a et les besoins qu'on peut, si je reviens sur cette slide-là, d'avoir de couper à un moment donné la production, plutôt que de rien produire, si on y ajoute une batterie qu'on vient stocker l'électricité qu'on produit mais qu'on n'injecte pas sur le réseau, ça nous permet après de déphaser légèrement et d'injecter soit sur le réseau, soit de consommer un peu plus tard sur le site l'électricité, voilà, et sans avoir injecté sur le réseau. Donc voilà, donc ça, le stockage est en train de bien se développer, que ce soit au niveau particulier ou au niveau industriel. Hop, je reviens ici. Bon, une fois qu'on a dressé le tableau, il est pas si noir que ça quand même. Hein. Donc pourquoi investir? Parce que malgré tout, le solaire photovoltaïque, ça reste une technologie qui est fiable, qui est robuste, hein, qui est simple et rapide à déployer, et qui est aussi simple à maintenir. Donc voilà quoi. Donc c'est quelque chose qui peut se développer très très vite, beaucoup plus vite en tout cas que du nucléaire qui va prendre au moins 10 ans sur un nouveau réacteur. Ça permet de décentraliser aussi, de faire une production locale, etc., etc. Quand on était sur le principe de la vente totale, ça permettait d'avoir une valorisation et d'avoir des revenus complémentaires. Comme je vous disais, aujourd'hui, le modèle il va plutôt partir sur l'autoconsommation. Donc là, le but, c'est vraiment de sécuriser une partie de votre consommation à un tarif sur le long terme et de réduire votre facture. Donc par exemple, je dis une bêtise, mais si vous avez une installation photovoltaïque qui vous couvre 25% de vos besoins en électricité, en consommation, vous savez que ces 25%-là, si vous gardez la même consommation, ils vont être couverts sur plusieurs années par votre installation solaire. Et donc ces 25%-là, ils ne seront pas sujets aux fluctuations des prix de l'énergie qu'on peut avoir et qu'on a pu subir il y a 2-3 ans, notamment lors de l'épisode du début de la guerre en Ukraine et autres. Voilà. Sachant que la tendance, elle est quand même plutôt une hausse du prix de l'énergie, même si aujourd'hui elle est redescendue à un niveau assez bas, quoi. Ça peut être aussi une opportunité à un moment donné pour en profiter pour rénover votre toiture. Puis après, je parlais au niveau agricole de faire des différents sujets. Alors nous, on n'est pas spécialiste de ces sujets-là, mais qui existent, voilà, tout ce qui va être serre agricole ou de l'agrivoltaïsme. Ça peut être un moyen d'amener une réponse aussi à un besoin et de coupler les deux, quoi. La rentabilité du solaire sur 2025. Alors coût d'achat, je vous ai mis, c'est vraiment quelque chose de macro, mais pour vous dire que c'est en gros un prix d'achat d'une centrale seule, sans le support, sans rien, et sans le coût du raccordement, c'est entre 50 centimes et 75-80 centimes d'euros du watt crête. La durée d'amortissement, pareil, une fourchette, alors elle est un peu grande, mais ça peut aller entre 7 et 15 ans. Ça peut être beaucoup moins si vous faites de l'autoconsommation et que vous avez un coût d'énergie, votre coût d'achat d'électricité qui est élevé. Puisque aujourd'hui, le coût de revient d'une installation solaire, quand on l'a fait en autoconsommation, c'est comme si vous achetiez votre électricité en gros entre 6 et 8 centimes du kilowattheure. Donc voilà, si jamais vous achetez votre électricité chez vous entre 15 et 20 centimes, voilà, vous faites vraiment des économies sur cette part d'énergie que vous allez autoconsommer via votre centrale solaire. Le soleil, c'est un locataire qui est fidèle. Alors locataire, ou en tout cas c'est quelqu'un qui sera tout le temps là, ou le jour où il n'est plus là, on aura d'autres soucis à traiter. Mais voilà, la durée de vie de la technologie, aujourd'hui, on a quand même du retour et depuis les premières installations qui ont été faites en France de manière un peu plus massive, ça fait 20 ans maintenant, depuis 2006, on peut se dire que la durée de vie, elle est au moins entre 25 et 30 ans.
Et alors, je parlais de tarif d'achat. Bon, j'avais commencé à écrire ça avant qu'on ait d'autres choses qui sortent. Mais bon, on a toujours un tarif d'achat sur une durée de 20 ans pour les projets entre 9 et 100 kg aujourd'hui. Voilà. On l'a toujours d'une manière différente quand on est sur le complément de rémunération. Mais bon, voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais ça permet de sécuriser, des choses. Pour passer sur les points de vigilance, quand on veut faire une installation solaire, la première des choses, c'est de faire attention au cadre réglementaire, forcément. Alors, c'est pas vous, mais de vous appuyer avec quelqu'un qui maîtrise et qui connaît le cadre réglementaire, puisqu'il fluctue, il évolue tous les jours. Il y a des choses qui sont imbriquées, donc c'est assez complexe. C'est même complexe pour quand on est dedans depuis un certain nombre d'années. Il y a une partie technique, donc c'est dans le premier temps, si vous êtes sur une installation existante ou autre, c'est de vous assurer que la solidité de votre structure elle est compatible avec l'ajout d'une centrale solaire. En général, on a l'habitude de dire qu'une centrale solaire pèse à peu près un peu plus de 15 kg du mètre carré. Donc il faut que votre structure elle soit dimensionnée pour accueillir une installation solaire. Ça dépend aussi du type de couverture. Donc on peut avoir, vous avez de l'évrite, vous avez du bac acier. Alors l'évrite en général, sur l'évrite existant, il n'y a pas de système sur lesquels on peut réellement poser ou qui sont certifiés. Mais après, ça va être du bac acier, tout un tas de différents sujets. Et il y a un point qui est important, qui revient de plus en plus sur le devant, c'est la compatibilité d'avoir une centrale avec votre activité. Et donc ça, c'est votre assureur qui va vous dire si c'est OK ou c'est pas OK, quel ajustement il faut mettre en place pour que vous puissiez déployer une installation solaire sur votre site. Au niveau technique, après, il y a une partie qui est importante, c'est le raccordement au réseau. Donc essentiellement, le gestionnaire de réseau sur la majorité du territoire, c'est Enedis. Donc la première des choses, c'est de voir à quelle distance on est situé du réseau pour se raccorder. Forcément, si on a un transfo juste à côté de notre projet ou si on est assez loin de tout et qu'on est à 400 ou 500 mètres de raccordement à faire, le coût du raccordement ne sera pas le même et l'impact économique sur le projet ne sera pas le même. Il y a un sujet qu'on voit de plus en plus aussi avec le déploiement assez massif des énergies renouvelables, c'est la saturation des postes sources. Donc justement, aujourd'hui, les postes sources, on va dire, commencent à être saturés, c'est-à-dire qu'on a besoin de les redimensionner, de faire des travaux sur le réseau pour permettre d'accepter plus d'énergie et de production d'énergie. Vous pouvez peut-être préciser ce que vous entendez par poste source ? Alors, poste source, c'est la partie technique qui est au-dessus du transfo et qui va venir diriger toute l'électricité. Donc c'est le carrefour un petit peu. Voilà. Donc cette partie-là, aujourd'hui, elle est bouchée, elle est saturée dans les deux sens. Donc on ne peut plus injecter de nouvelles installations par endroit. Voilà, donc il y a certaines zones où c'est compliqué de faire des nouveaux projets. Alors ça ne veut pas dire que ça ne pourra jamais se faire, mais il va falloir attendre qu'il y ait des travaux qui soient faits sur le réseau. Donc là, on est sur le timing de RTE. Et donc là, c'est plutôt sur des durées de 5, 6 ans, 7 ans pour faire des travaux. Donc c'est un peu plus long. Entre-temps, la réglementation, elle a le temps d'évoluer favorablement ou plutôt défavorablement. Voilà. Au niveau administratif, donc il y a les sujets importants. Ça va être pour pouvoir déposer et sécuriser un tarif chez le gestionnaire de réseau, il vous faut une attestation d'urbanisme, donc une déclaration de travaux ou un permis de construire. Pareil, pour tout permis classique, vous allez être sans doute sujet à des sujets sur l'ICPE, le SDIS au niveau des pompiers ou les ABF suivant les domaines dans lesquels vous êtes, donc les architectes bâtiments de France. Il faudra faire une demande de raccordement au gestionnaire de réseau. Et ensuite, derrière, il faudra aussi gérer tout ce qui va être l'obtention du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération suivant le schéma dans lequel vous êtes. Et puis après, de gérer toute la partie en cours d'exploitation, de facturation, etc., etc. Et puis, il y a des délais administratifs pour monter un projet aussi. Voilà. Dernier point qui est important, c'est de vous appuyer sur une compétence et sur les qualifications des différents intervenants que vous aurez au cours de votre projet. Et donc, du coup, d'essayer de vous appuyer sur des partenaires de confiance, que ce soit l'installateur, mais le banquier et l'assurance. Et c'est d'essayer de le regarder, de le faire le plus tôt possible en amont de votre projet pour ne pas découvrir des choses trop tard. Ce qui, des fois, arrive, on s'aperçoit qu'on a changé d'assureur ou il y a quelque chose qui a changé, qui a évolué, l'activité du site a évolué et ça engendre de nouvelles problématiques sur le montage du projet.
En conclusion, une petite checklist avant de signer. Voilà, donc la première des choses, c'est d'avoir une étude technique qui soit sérieuse et adaptée à votre besoin, qui vous corresponde vraiment. Qu'il y ait une simulation financière, donc un business plan qui soit, alors vous choisirez ce que vous voulez, mais ou pessimiste, ou réaliste, ou optimiste, ou des fois utopique. Donc voilà, il va falloir faire le tri un petit peu et voir et discuter avec la personne qui vous remettra justement cette simulation pour voir dans quelle case on se situe, que vous ayez un devis qui soit détaillé et clair et qui comporte bien les limites de prestation et ce qui restera à charge chez vous. Et puis n'hésitez pas à comparer au contraire entre les différents acteurs que vous avez sur le secteur. Attention aux offres alléchantes, bon, c'est un rappel, c'est évident, mais d'autant plus dans la situation dans laquelle on est, on a forcément des sociétés qui se trouvent dans des situations des fois difficiles et qui vont proposer des choses potentiellement... Faire miroiter. Voilà. Bon, il faut s'assurer qu'elles soient quand même là quand vous allez jusqu'à la fin de votre projet et idéalement après aussi, quoi. Ça peut être mieux, quoi. Et voilà, ce que je vous disais aussi, c'est valider votre dossier auprès de votre banque et de votre assurance le plus rapidement possible. N'hésitez pas à aller les consulter rapidement. Enfin, le plus tôt c'est le mieux. Ça vous donnera les grandes lignes de votre projet, quoi. Voilà. Merci. Peut-être pour reboucler sur le titre, alors, est-ce que c'est toujours intéressant de faire du photovoltaïque ? Oui, mais différemment. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le photovoltaïque tel qu'on l'a connu ou tel qu'on le connaît de 2006 jusqu'à aujourd'hui, il ne va plus exister. Voilà. Pourquoi il a été déployé comme ça ? C'est tout simplement parce que 2006, on était sur une nouvelle une nouvelle activité qu'il fallait l'encourager, l'inciter à démarrer, qu'il y avait des tarifs d'achat qui à cette époque-là étaient assez élevés puisqu'ils étaient à 60 centimes, mais parce que les coûts d'installation étaient aussi 10, 15, plus de 10 fois plus élevés. Et donc là, il fallait que les banquiers soient sacrément courageux pour y aller parce qu'on n'avait pas le retour qu'on en a aujourd'hui, donc on ne savait pas trop. Voilà. Mais après, juste pour se dire que voilà, ce modèle-là, tel qu'on l'a connu, il va bientôt mourir en tout cas. La bonne chose, c'est de se dire qu'on n'a plus forcément besoin de soutien, qu'on est sur une technologie, je redisais, qui est mature et qu'on a d'autres moyens justement pour se sortir de ce cadre réglementaire-là et de pouvoir faire des projets sans être trop embêté justement par différentes règles ou autres. Donc l'autoconsommation, on est fait partie des pistes. Ouais. Merci beaucoup, merci pour toutes ces explications. On va vous donner la parole si vous souhaitez réagir. Ça peut être apporter un témoignage, poser une question pour avoir une précision sur ce qui a été présenté ici, poser une question plus ouverte. Allez-y, je veux venir vers vous avec le micro, donc ne soyez pas timide. Merci. Alors moi j'avais deux questions. Première question, moi j'ai investi en 2012, donc j'ai des contrats anciens. Donc au niveau des heures négatives, est-ce qu'il y a un impact a priori sur des S12 ou S06 Non. Okay. Vous l'aurez potentiellement à la sortie de votre contrat, quand vous aurez terminé votre contrat, donc en 2032 du coup. Oui. Vous serez sujet à ce moment-là à la réglementation du marché. Voilà. Mais bon. Je ne sais pas laquelle sera, comment elle sera, quoi. Et du coup, à la fin du contrat, quelle sera la solution de valorisation de cette production, puisque l'installation sera encore productive? Donc on fera quoi de cette énergie? Alors vous aurez justement une centrale qui continuera à produire. Donc par contre, ce qui est effectivement le cas, c'est que vous ne pourrez plus avoir un contrat avec EDF. Oui. Parce qu'en fait, c'est un one-shot de 20 ans, mais c'est un one-shot. Et donc à ce moment-là, vous pourrez vous rapprocher. Alors on va commencer à déployer ces solutions-là, elles vont se mettre en place puisque les premiers contrats vont arriver à terme là, à partir de l'année prochaine. Donc des agrégateurs, donc des acheteurs, vous proposeront d'acheter votre énergie. Alors ça sera plutôt au marché spot, donc au marché de la bourse de l'énergie. Donc ça sera plus un tarif sans doute garanti. Mais on va sans doute voir arriver des offres qui vont se mettre en place sur le sujet. Ouais. Donc ça veut dire que ça pourra être des tarifs très hauts ou très bas?
Ouais, ça sera sans doute en tout cas des tarifs qui vont fluctuer, des contrats beaucoup plus courts, peut-être sur 1 an, 2 ans, voilà. D'accord, ok, merci. Et deuxième question, vous parliez du stockage de l'énergie. Alors, qu'est-ce que vous pensez des batteries virtuelles, enfin des opérateurs style Urban Solar pour stocker de l'énergie? Alors, c'est peut-être plus dirigé vers les particuliers, mais est-ce qu'il y a quand même un avenir pour des installations plus grosses? Bah, et peut-être. Alors, pour être très franc, c'est pas quelque chose que je maîtrise, donc bon, là, je laisserai la parole justement à ceux qui ont l'habitude de gérer ce type de sujet-là. Je dirais attention parce on va passer sur le réseau aussi, donc forcément, on va rentrer dans le cadre des perturbations de réseau qu'on a vues avant, potentiellement. Voilà, donc à voir. Après, il y a plein de choses qui se mettent en place, qui sont en train d'évoluer. Ça peut en être une aussi. Bon, voilà. Parce que les batteries physiques coûtent très cher et puis on n'a pas une garantie sur la durée de vie de la batterie. C'est comme sur les voitures. Au bout de 8 ans, on fait quoi? Mais on est sur une technologie qui évolue très vite. Il y a encore 1 an ou 2, c'est quelque chose dont on ne regardait même pas parce que le coût était vraiment exorbitant. Oui. Aujourd'hui, on a de plus en plus de projets qui se font et sur alors que ce soit chez des particuliers, mais aussi au niveau d'industriels et pas que sur des très gros projets. On a des batteries de 200 kg sur des projets un peu plus raisonnables. Voilà, donc c'est des choses qui évoluent et qui vont évoluer très vite comme le solaire photovoltaïque l'a fait aussi. D'accord, merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Si je comprends bien, l'avenir, c'est au projet avec autoconsommation, individuelle ou collective. Ici, on est au sommet de l'élevage. Donc, quand on a un élevage en bovin allaitant, je ne vois pas l'agriculteur ce qu'il consomme, il ne consomme rien. Hein. Alors, vous avez de la consommation quand même. Hein. Après, vous aurez une installation qui sera plus petite. Et quand vous avez... Aujourd'hui, la majeure partie des projets, c'est du 100-500 kg. Honnêtement, vous êtes complètement au-delà de leur consommation. Vous aurez des projets effectivement plus petits et plus adaptés, ou alors qui se regrouperont via de l'autoconsommation collective. Vous aurez peut-être un site localement qui produira et qui pourra vous alimenter plusieurs fermes, plusieurs consommateurs. Ouais. Voilà, ça c'est des choses qui existent. L'autoconsommation collective, quand on est en milieu rural, Villefranche de Rouergue, c'est très bien, mais quand vous avez fait un projet... dans les 20 km aux alentours, vous n'avez plus besoin de consommation électrique. Hein. Alors, si, parce que vous avez des consommateurs, il y en a partout, il y en a suffisamment. Voilà. Et aujourd'hui, là, quand on le fait, un projet de 2 méga 3 sur une zone industrielle, vous avez des très gros consommateurs. Si vous faites un projet de 100 kg en campagne, vous pourrez alimenter, vous aurez un rayon sur 10 km, vous pourrez, ou 20 km, vous pourrez aller chercher du monde. Et puis, c'est quelque chose qui évolue. Donc, aujourd'hui, on en est encore au début de ce montage-là. Donc voilà, c'est des choses qui vont avancer. Et de toute façon, c'est le cours des choses. Et c'est je dirais en tout cas la solution logique et pertinente de produire et de partager. Alors partager, pas que gratuitement, mais partager l'énergie en circuit court. Je crois que ça a du sens aujourd'hui. Voilà. Et une dernière question, je suis surpris là sur le salon du nombre d'entreprises solaires qui sont sur l'agro-photovoltaïsme, alors qu'on se dit que c'est des projets mornés, quoi. Vu comme ça se passe le solaire en ce moment, ils sont en train d'arrêter, ils ont arrêté le 100-500, ils diminuent les tarifs sur moins de 100. Alors ces gros projets-là, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont les arrêter. Alors je vous dirais Joker, on n'est pas positionné sur ce secteur d'activité, donc je vous dirai rien. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir, réagir, poser une question? Il y a Audin aussi de la banque qui peut répondre à des questions plus financières. Non, on n'a pas d'autres questions? Ok. Alors moi j'avais quand même une question parce que sur le projet de l'autoconsommation, vous l'avez dit tout à l'heure, jusqu'à présent, donc c'était beaucoup de la vente d'électricité et donc ça générait un revenu supplémentaire. Comment ça va se gérer sur le modèle économique de l'exploitation si on a cette perte de revenus-là? Si demain on bascule plus sur de l'autoconsommation? Alors, ça sera pas une perte puisque les projets qui sont déjà faits, ceux-là vont continuer de fonctionner et ça sera vraiment pour le déploiement de nouveaux projets.
Et encore une fois, si on a un projet sur de l'autoconsommation, l'intérêt, c'est de se dire, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de chiffres en gros, mais si vous achetez votre électricité 20 centimes du kilowattheure et que vous investissez dans une centrale photovoltaïque et qu'elle vous couvre, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, 25% de vos besoins, et que voilà, votre coût, le coût de revient est aux alentours des 8 centimes, ben, vous faites sur 25% de votre consommation, au lieu de payer votre électricité 20 centimes, c'est comme si vous la payez 8 centimes, donc vous faites une économie de 12 centimes. Donc voilà, l'intérêt et la rentabilité du projet, elle est là, quoi. Donc après, c'est sûr que je vous rejoins, on aura des projets qui seront de taille plus petite, mais voilà, on va répondre au vrai sujet du photovoltaïque. Pourquoi et voilà. C'est sûr qu'on va perdre l'aspect purement financier de ce développement-là, quoi. Mais en tout cas, voilà, sur la partie intéressante du solaire photovoltaïque, et je pense que c'est vraiment là, voilà, on est sur une solution qui est ultra simple à déployer, rapide, qui est très fiable. Donc voilà, ça peut, enfin, voilà, je trouve qu'au contraire, on peut avoir foi en l'avenir avec cette solution-là et essayer de s'affranchir du cadre réglementaire le plus possible. Donc voilà, c'est cette typologie de projet en tout cas qui répond à tout ça, quoi. Merci beaucoup. Oui, monsieur, je reviens. Si je peux me permettre une dernière question, justement d'un point de vue bancaire, par rapport au projet d'autoconsommation collective. Comment ça se boucle, comment ça se monte? Parce qu'on n'a aucune garantie sur le... Eh ben oui, justement, contrairement à la vente totale où on a EDF qui rachète l'élec pendant 20 ans, là on va se retrouver avec potentiellement des petits ou gros consommateurs. Et là justement, c'est le rôle du banquier de vérifier qui va consommer, quelle est sa santé financière, sur combien de durée on estime ses chances de survie dans l'avenir, et quel est le contrat qu'il va signer avec le producteur. Est-ce qu'il va acheter son électricité pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Et nous, en fonction de ça, enfin, principalement de ces deux paramètres, de la qualité de l'autoconsommateur et du contrat qui va être signé, ça va un petit peu driver les durées de financement qu'on va pouvoir faire. Et donc, mécaniquement, ça va restreindre les durées de financement sur de l'autoconsommation collective. On ira plus difficilement sur des financements à 20 ans, parce que derrière, on n'a pas un contrat d'achat avec EDF pendant 20 ans, quoi. Donc on va être sur des financements à 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Ça va vraiment dépendre de la qualité du ou des autoconsommateurs. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que quelqu'un d'autre? Oui. En fait, on a deux personnes qui posent des questions. Oui, dernière petite question. Est-ce que, au niveau des trackers solaires au sol, est-ce que c'est encore intéressant? Je veux dire, sur une implantation à l'hectare, en fait, puisqu'en fait, il y a des opérateurs sur le sommet qui parlent de ça, notamment Iris Sola, qui vous proposent d'installer des trackers solaires sur poteaux, un certain nombre sur 1 hectare, en vous louant du coup la parcelle avec un prix à l'hectare sur 20 ans. Du coup, est-ce que c'est intéressant et est-ce que c'est faisable? Alors, pour vous répondre clairement, nous, on ne fait pas cette technologie-là, donc je ne saurais pas vous répondre, mais effectivement, le mieux, ça serait de voir avec eux. La seule chose, c'est effectivement, plus de toute façon le tarif baisse, et plus on a une installation qui coûte cher, qui va demander de l'investissement, et plus ça va être compliqué de trouver une rentabilité au sujet. Voilà, après, bon, une fois qu'on a dit ça, tout dépend le coût, par rapport à la rentabilité qu'on en aura en face, quoi. Voilà, donc je ne saurais pas vous répondre sincèrement sur le sujet. Merci beaucoup. Je propose peut-être qu'on clôture cette première conférence. Merci à tous les deux.